Nos travaux, nous avons un tout petit peu de retard. C'est bien Amazon. Voilà. Oui, tout à fait. Oui. Mes chers collègues, donc, notre commission d'enquête poursuit ses travaux avec l'audition des représentants de l'entreprise Amazon, donc monsieur Julien Grouès. C'est comme ça qu'on dit, monsieur? Bon, voilà. Directeur général, monsieur Stéphane Adinger, ah, j'avais bon le premier coup. Directeur technique. Et Madame Manning, voilà. Donc vous êtes les acteurs d'Amazon Web Services France, AWS. Cette audition est diffusée, on vous l'a dit, en direct sur le site internet du Sénat. Elle fera également l'objet d'un compte rendu publié. Je vous rappelle que pour la forme qui convient aux commissions d'enquête parlementaires, qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête donc serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 14 et 15 du Code pénal. Donc, messieurs, vous allez parler tous les deux, c'est ça? Madame ne parlera pas. Donc, messieurs, je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je le jure. Je le jure. Merci. Nous connaissons tous les activités d'Amazon, du site de vente en ligne à la place de marché et la logistique en passant par le cloud, la distribution physique, les assistants vocaux, la maison connectée, la musique, le cinéma, le textile, la reconnaissance faciale, le micro-travail avec Amazon Mechanical Turk, etc. Et même le développement de lanceurs spatiaux, même si cette activité est portée par une entreprise bien distincte d'Amazon. C'est pourquoi je vous invite avant tout à répondre aux questions que nous allons vous poser, plutôt qu'une présentation générale de vos activités que l'on connaît plus ou moins, plutôt plus que moins. Je commencerai donc par deux questions relatives au sujet des données. Un sujet qui nous préoccupe beaucoup dans le cadre de cette commission d'enquête. Le Cloud Act permet aux autorités américaines de disposer des données que vous stockez, quel que soit le lieu de stockage. Cela inquiète légitimement les pouvoirs publics français, car ce sont tant les données personnelles que les données stratégiques des entreprises qui peuvent ainsi être pillées. Or, de nombreuses entreprises françaises vous confient leurs données en utilisant vos solutions de cloud. Pouvez-vous nous assurer qu'Amazon ou ses filiales ne permet pas et ne permettra pas aux autorités américaines de prendre connaissance des données de nos concitoyens et de nos entreprises? Question importante. Comment comptez-vous concilier ces obligations avec les règles européennes protégeant les données personnelles, le règlement général de protection des données, le RGPD? Par ailleurs, en avril dernier, la presse rendait public le fait qu'Amazon collectait, à travers l'assistant Alexa, les conversations de ses utilisateurs à leur insu. Surtout, les données enregistrées sont transmises à des centres d'écoute où des humains les analysent afin d'améliorer les performances de reconnaissance vocale. Certains employés de ces centres auraient confié avoir été témoins de moments intimes, criminels, voire des deux. Or, cette information n'a jamais été clairement communiquée aux consommateurs et on peut légitimement penser que nombre de ceux-ci n'auraient pas acheté votre enceinte connectée s'ils avaient su qu'ils pouvaient être écoutés par des humains. Cet été, une autorité allemande de protection des données a ordonné à Google d'arrêter une telle pratique. Dans la foulée, Apple a annoncé une suspension temporaire de cette pratique, le temps de permettre à ses clients de choisir d'y participer ou non. Quid d'Amazon? Pourquoi ne pas avoir été plus clair avec les utilisateurs? Et plus généralement, messieurs, quelle est votre politique de protection des données à caractère personnel? Vous avez la parole. Monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, déjà, merci de nous poser ces deux questions d'introduction et de nous donner l'occasion d'y répondre et d'apporter un certain nombre d'éclaircissements. Il s'agit en effet de sujets extrêmement importants, complexes et qui méritent le temps de la réflexion et de l'échange. Alors avant de revenir sur vos deux questions et aussi sur le sujet de la souveraineté numérique qui nous amène ici, en préambule, comme vous le disiez, nous avons de nombreuses activités dans le groupe Amazon et je voulais notamment revenir sur celle d'Amazon Web Services que Stéphane et moi représentons aujourd'hui, qu'on appelle aussi AWS, qui sera l'acronyme que j'utilise aujourd'hui. Et donc notre approche de la sécurité et de la confidentialité qui font partie de votre question. Alors déjà, l'histoire du groupe Amazon est que AWS, au sein du groupe Amazon, est une entité séparée du reste des activités de distribution et de détaillant d'Amazon.com, Amazon.fr. Donc Amazon, le groupe Amazon.com a ouvert ses portes virtuelles en 1995 et comme toute entreprise,
Amazon.com a eu des besoins grandissants en termes d'informatique, en termes d'infrastructure, pour gérer une base de clientèle de plus en plus importante, avec des besoins de création d'applications, de mise à disposition de ces applications au nombre croissant de ses clients à travers le monde. Et donc après une décennie où on a créé ces infrastructures informatiques, on s'est rendu compte qu'on avait des réelles compétences dans la création d'applications modernes, sécurisées et rapides, et des compétences réelles en termes d'opération de centres de données à taille importante. Donc maintenant, depuis environ 13 ans aujourd'hui, donc depuis 2006 où nous avons lancé les premiers services d'AWS, nous proposons des solutions cloud à nos clients et on s'est lancé dans une nouvelle mission qui est d'accompagner les développeurs et les entreprises dans leur utilisation de plateformes web afin de fournir et de créer leurs propres applications sécurisées et extrêmement performantes. Alors concrètement, on propose aujourd'hui 165 services à la demande que les entreprises, les développeurs peuvent utiliser. Alors ces services, c'est principalement de la puissance de calcul, du stockage, de l'intelligence artificielle, dont fait partie notamment, vous avez parlé de la reconnaissance faciale, du réseau, de la sécurité, de l'Internet des objets, etc. Donc aujourd'hui, on a 165 services. Nous avons des centres de données dans 22 régions dans le monde, dont notamment en Europe, aux États-Unis, au Brésil, au Japon et en Afrique du Sud, qui nous permettent de servir nos clients à peu près partout dans le monde. Depuis 2017, nous avons ouvert un centre, une région en France et une région pour AWS. C'est 3 zones de disponibilité, chacune avec au moins un centre de données, ce qui nous permet d'offrir des services ici localement dans la région de Paris à nos clients, mais aussi à nos clients étrangers qui souhaitent héberger leurs données sur le territoire français. Alors ce sont des investissements, comme vous pouvez imaginer, importants et qui permettent à nos clients d'avoir des applications extrêmement rapides en France et aussi, pour ceux qui le souhaitent, de pouvoir héberger leurs données et leurs processus sur le territoire français. Alors, qui sont nos clients aujourd'hui d'AWS? On a des millions de clients dans le monde, dans plus de 190 pays aujourd'hui. Ça va des petites entreprises aux multinationales, des universités, aux hôpitaux, des agences d'État, aux sociétés pharmaceutiques. Et un exemple de clients pour nous est Amazon.com, le détaillant. Alors, ce qui est incroyable aujourd'hui et fantastique, c'est que nos clients utilisent les services d'AWS pour réinventer l'expérience de leurs propres clients. Ça se voit aujourd'hui dans le divertissement, dans l'hôtellerie, dans le luxe, dans les jeux vidéo. Ces services peuvent être utilisés dans ce sens-là. C'est aussi vrai, et on le voit de plus en plus, dans les organisations privées et publiques qui utilisent les services d'AWS pour améliorer la vie de nos concitoyens. Je voudrais juste peut-être pour vous donner 2 exemples. Le premier, ça serait le Centre de recherche contre le cancer à Londres qui utilise les puissances du cloud AWS pour calculer en quelques minutes les dosages de traitement contre le cancer, ce qui améliore la vie des patients au lieu de plusieurs heures, ou l'organisation Thorne aux États-Unis qui utilise la reconnaissance faciale sur les images d'Internet pour identifier les victimes du trafic d'êtres humains. Alors en France, si on rentre plus précisément sur la France, en France nous avons des clients de toute taille, nous avons des dizaines de milliers de clients qui vont des start-up aux multinationales et aux grandes entreprises du CAC 40, des organisations à but non lucratif qui elles aussi bénéficient des services du cloud AWS pour innover et améliorer l'expérience de nos concitoyens. Ces entreprises s'appuient sur un large réseau de partenaires en France aussi, tels qu'Atos, Capgemini, Accenture, Core Expert by Teamwork ou D2SI notamment. Alors vous nous avez posé la question de la sécurité. Juste avant d'y aller, je voulais aussi parler de pourquoi nos clients choisissent AWS et pourquoi ceux-ci viennent vers nous. Et lorsqu'on les interroge, on voit qu'il y a 5 raisons principales pour lesquelles les clients d'AWS utilisent les technologies du cloud. Alors, la première, c'est l'agilité. C'est la possibilité pour un développeur ou une entreprise d'avoir à disposition et à la demande des puissances de calcul, de stockage et autres extrêmement rapidement. Aujourd'hui, vous pouvez démarrer des milliers de serveurs, par exemple, en quelques minutes.
La deuxième, c'est la réduction de coûts. Donc en utilisant des services que vous payez à la demande, vous réduisez les coûts informatiques de votre entreprise et ça vous permet d'innover. Ça vous permet aussi de vous libérer des marges de manœuvre afin de pouvoir réinvestir ailleurs. La troisième, c'est l'élasticité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises doivent acheter de la capacité informatique qui réponde aux pics et aux besoins maximum de leurs clients. Avec le cloud, vous pouvez provisionner ce dont vous avez besoin et vous payez ce que vos clients consomment. La quatrième, c'est la capacité à innover. Si vous réduisez le coût de l'informatique, les entreprises peuvent innover, les développeurs peuvent tester des choses à moindre coût. Ça marche, vous continuez, vous arrêtez si ça ne marche pas, avec des investissements minimes. Et la dernière, c'est la capacité de déployer mondialement votre application. Donc, une start-up française peut créer une application en France, la déployer en Afrique du Sud en quelques clics et augmenter sa base de clientèle. Alors, vous nous avez posé la question de la sécurité en introduction. Et effectivement, la sécurité, lorsqu'on a des conversations avec nos clients, est effectivement une priorité pour eux et pour nous. Et je vous le rassure, c'est effectivement chez AWS la première des priorités. D'ailleurs, notre directeur technique d'Amazon, qui est hollandais, le Dr Vogel, nous l'explique souvent en disant la protection des données de nos clients est une priorité. Sans cela, nous n'avons pas d'entreprise. On est dans un business, effectivement, et vous le rappeliez tout à l'heure, de confiance par rapport à l'utilisation de ces données. Alors, aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, figurent parmi nos clients de nombreuses entreprises, des grands groupes français, mais aussi des prestataires de services financiers, de soins, dont votre question sur la sensibilité des données, et aussi des organisations qui opèrent dans des segments de marché extrêmement régulés. Mais lorsqu'on leur parle du cloud, et d'AWS en particulier, les notions de sécurité sont aussi extrêmement importantes pour elles, et souvent un avantage et une raison pour laquelle elles se tournent vers nous. Alors, la première, il y a 4 raisons à cela. La première, c'est la protection des données. Les infrastructures physiques d'AWS, donc d'Amazon Web Services, met en place des dispositifs de protection efficaces pour assurer la confidentialité des clients. Et toutes les données sont stockées dans des data centers d'AWS hautement sécurisés. Et évidemment, c'est le cas sur nos data centers, enfin nos centres de données en France. La deuxième, c'est le respect des exigences en matière de conformité. Donc on gère des dizaines de programmes de conformité dans notre infrastructure et cela permet à nos clients de bénéficier de cette conformité et de savoir qu'elles sont respectées. Et nous sommes d'ailleurs audités très fréquemment par des auditeurs tierces tels que Bureau Veritas pour s'assurer de cette conformité. La troisième raison, c'est la mise à l'échelle rapide, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, que vous soyez un développeur ou une grande entreprise, vous bénéficiez des mêmes niveaux de sécurité dans le cloud, quelle que soit la taille de votre entreprise. L'infrastructure est conçue pour protéger les clients de toute taille. Et enfin, la dernière, c'est pouvoir bénéficier d'économies conséquentes sur les coûts de sécurité. La sécurité nécessite des investissements extrêmement importants pour les entreprises. Et en utilisant le cloud d'AWS, vous bénéficiez des investissements qui ont été réalisés. Et c'est pour ça que nos équipes en France, dont Stéphane pourra en revenir tout à l'heure en tant que directeur technique dans nos équipes, mais nos équipes parlent énormément de sécurité avec nos clients, avec les développeurs, avec les startups, les accompagnent pour partager les bonnes pratiques, notamment l'utilisation du chiffrement. Et nous accompagnons nos clients dans l'utilisation de nos services afin qu'ils puissent mettre une sécurité adéquate à leurs applications. Concernant le sujet de la souveraineté numérique qui nous réunit aujourd'hui, alors c'est un sujet qui est complexe et vous êtes bien placé pour le savoir parce que vous avez auditionné de nombreuses entreprises, experts et représentants du gouvernement. Et je pense que dans le cadre de l'utilisation de la technologie cloud, la question de la souveraineté peut se réduire à la partie de votre question qui est sur la sécurité des données qui sont confiées aux fournisseurs tels que AWS. Et pour répondre à cet enjeu, je dirais qu'il faut assurer la combinaison de quatre facteurs. Le premier facteur, c'est pour nos clients de garder le contrôle et la propriété de leurs données. Et dans les contrats d'Amazon Web Services, ce premier point est extrêmement clair. Nos clients
gardent le contrôle de leurs données, qui y a accès, à quelles données chaque utilisateur a accès, et ce contrôle, c'est nos clients qui le décident. De même pour la propriété des données, ces données nous sont confiées pour des traitements, mais ce sont nos clients qui gardent la propriété de ces données. La deuxième, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est pour nos clients le choix d'où vont être stockées leurs données, donc la localisation de leurs données. Aujourd'hui, nos clients en France, mais aussi partout dans le monde, peuvent choisir où sont localisées leurs données et donc peuvent choisir de les localiser en France sur nos centres de données français. La troisième, c'est d'avoir la garantie de la réversibilité, c'est-à-dire de commencer à travailler avec AWS, mais d'avoir le choix de pouvoir changer de fournisseur ou de pouvoir rapatrier ces données dans ses propres centres d'hébergement. Et cette capacité de changer de fournisseur à tout moment sans perte de données est aussi un point extrêmement important de cette souveraineté. Le quatrième point, qui est un petit peu moins technique et plus fondamental, je pense, dans l'utilisation de la technologie, c'est la possibilité pour nos entreprises en France d'utiliser le meilleur de la technologie pour eux aussi créer de la valeur et libérer de la marge de manœuvre. Il y a deux marges de manœuvre importantes, c'est le capital humain, donc les personnes, qu'elles puissent se concentrer sur l'innovation, la création de nouveaux services, et sur de la marge de manœuvre financière avec ce dont je vous parlais tout à l'heure sur les réductions de coûts. Donc pour conclure cette intervention préliminaire et ensuite laisser Stéphane vous répondre sur la question plus précise du Cloud Act, je vois aujourd'hui que le cloud est aussi une formidable opportunité pour nos entreprises d'innover et d'inventer de nouvelles solutions pour les citoyens et pour leurs propres clients. Ce sont nos clients qui possèdent et qui exploitent ces données, et cette création de valeur va venir de la capacité de nos entreprises à exploiter ces données et de se créer de la valeur. C'est pour ça, pour conclure aussi sur l'importance et le renforcement des compétences pour que nos équipes, nos concitoyens savent utiliser ces technologies, les comprennent, puissent déployer des applications, que les startups françaises puissent continuer d'innover, puissent continuer de créer des applications qui peuvent être déployées mondialement. C'est pour ça que nous soutenons de nombreux programmes d'éducation avec les universités qui visent à permettre aux personnes qui le souhaitent de se former sur les technologies d'AWS. On a eu plus de 10 événements cette année en France pour former les personnes qui le souhaitent aux technologies. Ça représente environ 3000 personnes de formées cette année. Nous avons aussi des partenariats avec les universités, les écoles telles que l'EPITA qui cet été a formé plus de 400 personnes aux technologies du cloud. Et aussi pour les startups qui sont un enjeu extrêmement important pour notre souveraineté, qui utilisent ces technologies et pour lesquelles nous avons des programmes d'accompagnement spécifiques, dont AWS Activate, qui permet à ces startups de bénéficier de crédits de réduction des coûts de plateformes informatiques et aussi d'un accompagnement technologique pour que celles-ci puissent se concentrer sur la création de leur business model. Alors, nous sommes tous très enthousiastes à l'idée de se mobiliser autour de ces sujets. Et sur la question du Cloud Act, et pour transitionner, Stéphane va vous répondre sur notre analyse du sujet avec nos juristes. Merci, Monsieur le Président, de nous poser la question sur le Cloud Act et de nous permettre d'y répondre. Le Cloud Act est effectivement une question essentielle qui a suscité de nombreuses interrogations. Et en particulier, depuis son entrée en vigueur début 2018, nous avons vu beaucoup de controverses, notamment sur l'idée que le Cloud Act donnerait au gouvernement américain un accès libre et sans entrave aux données des clients de fournisseurs de cloud, ce qui est faux. Également dans l'idée que le Cloud Act ne permettrait plus d'avoir confiance dans les fournisseurs de cloud américains, ce qui est également faux. Donc dans cet esprit, je vous propose d'aborder quelques-uns des plus grands mythes et idées fausses autour du Cloud Act, ceci notamment autour de 3 points. Le premier est que le Cloud Act ne fournit pas aux autorités judiciaires américaines un accès illimité. Le Cloud Act ne modifie en rien la manière dont AWS protège les données de ses clients, comme l'avait évoqué Julien. Et en prenant un petit peu de hauteur, le Cloud Act, d'ailleurs, ne s'applique pas uniquement qu'aux fournisseurs de cloud. Je vous propose d'aborder ces 3 points. Sur le premier, qui est le Cloud Act ne donne pas un accès illimité aux autorités judiciaires américaines. Permettez-moi de partager l'analyse de nos juristes. D'abord, le Cloud Act ne donne pas d'accès direct
aux autorités judiciaires américaines, ni ne leur donne un accès direct aux données qui sont stockées. En réalité, le Cloud Act fournit plutôt un mécanisme qui leur permet de saisir un tribunal pour demander l'accès à ces données dans le cadre d'affaires criminelles et pénales graves, comme des cas de terrorisme, des cas de pédophilie ou des infractions liées à la drogue. Les autorités judiciaires doivent respecter des normes juridiques rigoureuses en matière d'obtention d'un mandat délivré par un tribunal américain, et notamment ces normes incluent le fait qu'un juge indépendant doit conclure que les preuves recherchées sont clairement spécifiées et que les motifs qui sont présentés par les autorités judiciaires sont raisonnables et directement liés à un crime. Et enfin, que la demande soit faite de manière claire, précise et proportionnelle. Notons d'ailleurs que ces normes, qui sont parmi les plus strictes au monde, dans un certain nombre de pays européens, il n'est pas forcément nécessaire de passer par un juge américain, ni de démontrer que les preuves sont directement liées à un crime. Sur le deuxième point, le Cloud Act ne modifie pas la manière dont AWS protège les données de ses clients. Et vous l'avez vu, AWS est extrêmement précautionneux et rigoureux quant à la protection des données. En effet, le Cloud Act reconnaît spécifiquement le droit pour les fournisseurs de cloud de contester toute demande d'accès. Concrètement, chaque fois que nous recevons une demande, d'ailleurs quel qu'en soit le pays d'origine, nous avons une équipe dédiée de juristes qui analyse la demande, qui vérifie l'émetteur de la demande, vérifie que la demande et que l'émetteur est bien habilité. Nous informons également nos clients afin qu'ils puissent se défendre contre cette demande. Généralement, l'analyse conclut à deux choses, soit d'une part à une contestation de la demande, si elle est bien sûr inappropriée, si elle n'est pas conforme aux normes, mais également si nous la jugeons contraire à des lois internationales ou contraire à des intérêts de pays étrangers. Ou alors, ça peut conduire à une réponse partielle ou complète. Dans ce dernier cas, la décision remonte directement au plus haut niveau de l'entreprise et pour nos équipes techniques, ceci est traité comme un incident de sécurité. Alors ça, c'est la partie juridique. En termes de protection des données, il y a aussi des mécanismes techniques. Nous invitons très fortement nos clients à chiffrer leurs données, et en particulier leurs données sensibles, dans le cloud. Pour cela, nous leur fournissons des services, mais ils sont libres d'utiliser toute technologie qu'ils le souhaitent. Notons également que le Cloud Act n'oblige pas les fournisseurs de cloud à déchiffrer les données. Et comme vous le savez, une donnée qui est chiffrée sans la clé correspondante est complètement inutilisable. Troisième point, le Cloud Act, vous l'avez noté également, en réalité ne s'applique pas qu'aux fournisseurs de cloud. Le terme cloud est un acronyme qui vient de Clarifying Lawful Overseas Use of Data, que je traduirai par clarifier l'utilisation licite de données à l'étranger. Et malheureusement, ça a perpétué une idée fausse qui laisse à penser que le Cloud Act ne s'appliquait qu'au cloud. En réalité, il s'applique de manière beaucoup plus large, notamment aux services de télécommunication, comme des opérateurs de téléphonie mobile ou fixe, à des plateformes de médias sociaux, à des plateformes de messagerie, et bien sûr aussi aux plateformes de cloud. Notons également qu'en vertu d'un droit international bien établi et complètement indépendant du Cloud Act, une entreprise est soumise à la juridiction des Américaines, une entreprise est soumise à la juridiction des États-Unis, si elle est américaine bien sûr, mais si elle entretient des contacts minimaux avec les États-Unis. En conséquence, si effectivement une société américaine est soumise au Cloud Act, une société non américaine y sera aussi soumise si elle a par exemple une succursale, un bureau, une filiale ou des employés sur le territoire américain. Le ministère de la Justice a récemment fait remarquer qu'avoir un site web qui vend à des clients américains sans même avoir une présence sur les États-Unis était probablement suffisant pour déclencher également la juridiction des États-Unis. Et M. Richard Downing, du département de la Justice, a conclu qu'en réalité aujourd'hui, la plupart des grands fournisseurs de cloud, américains ou non américains, étaient soumis à la juridiction des États-Unis. Donc, en conclusion, sur le Cloud Act, comme vous le constatez, c'est un point que nous prenons très au sérieux. Nous ne faisons pas la promotion du Cloud Act, néanmoins nous appliquons la loi, et nous devons à nos clients un travail à la fois d'explication, mais également de transparence. Toutefois, nous constatons toujours aujourd'hui que le Cloud Act génère encore aujourd'hui beaucoup de confusion. C'est pourquoi il me semble nécessaire de mener rapidement des négociations entre la France et les États-Unis ou entre l'Europe et les États-Unis afin d'établir un cadre juridique clair. C'est d'ailleurs, comme le disait M. Bruno Le Maire le 2 juillet dernier à Bruxelles. Je reste à votre disposition pour toute question complémentaire sur la sécurité ou sur le Cloud Act.
Merci. Je donne la parole à monsieur le rapporteur, Gérard Longuet. Voilà. Merci, Monsieur le Président. En fait, mes questions sont très restreintes parce que j'ai en face de moi AWS, qui est un prestataire. La question qui me vient à l'esprit est la suivante. Vous êtes, au fond, prestataire des concurrents de votre maison mère. C'est tout à fait possible. Alors, c'est effectivement, merci pour la question. On opère dans de nombreux secteurs, que vous l'avez rappelé notamment en introduction, Monsieur le Président. Et effectivement, certains, parmi les millions de clients d'AWS, ont des services ou des offres qui peuvent être concurrentes de celles du groupe Amazon. Et est-ce que AWS pourrait exister indépendamment d'Amazon ? Aujourd'hui, ce sont deux entreprises distinctes, toutes les deux avec un PDG séparé. Je vous le disais, Amazon.com est cliente d'AWS. Et ce sont deux entreprises qui opèrent dans le groupe. Et AWS a l'exclusivité des prestations pour le compte d'Amazon Logistique, enfin Amazon Commerce. C'est-à-dire, est-ce que Amazon opère toute son informatique sur AWS? Oui, voilà. Je ne sais pas la réponse. Je crois une majorité, effectivement. Oui, je n'ai pas de questions à proprement parler, puisque nous n'avons pas assez de recul par rapport au Cloud Act. Certains de nos interlocuteurs nous avaient déjà présenté cet argument qui consistait à dire qu'il ne s'agit pas d'un pouvoir absolu de l'administration américaine, mais de la capacité de l'administration américaine à saisir un juge américain, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, et on connaît les magistrats des États-Unis. Il faudrait. Quelle est la procédure d'appel? Si un magistrat d'une cour compétente dit non, il n'y a pas matière à, le Trésor public américain, par exemple, fait appel, comment ça se passe? Vous avez pu le constater, je ne suis pas juriste, donc je ne connais pas... Non, je n'ai pas constaté, vous maîtrisez parfaitement votre sujet. Je ne suis pas juriste, donc je ne pourrais pas rentrer dans les détails. Mais il faut voir que, comme vous l'avez compris, la sécurité est vraiment la première priorité pour nos clients. Donc il y a ces aspects de protection juridique dont j'ai parlé tout à l'heure, mais il y a aussi tous les éléments techniques que nous mettons à disposition de nos clients. Le chiffrage est assez impressionnant parce qu'on imagine... Enfin, je dois dire que j'ai du mal à concevoir une demande d'un procureur américain poursuivant pour obtenir des informations, obtenant une décision favorable, considérant que la demande est raisonnable, proportionnée, comme vous l'avez dit très justement, et que vous lui transmettiez avec un grand sourire des données parfaitement incompréhensibles. Vous le sentez, ce truc-là? Mais justement, je vais peut-être rentrer un tout petit peu dans les mécanismes techniques. Alors déjà, quand on parle de chiffrement, nous mettons à disposition à nos clients, de manière extrêmement simple, des solutions de chiffrement qui sont intégrées. Notons par ailleurs que c'est un énorme progrès pour beaucoup de clients qui souhaitent ou souhaitaient chiffrer leurs données dans leurs propres infrastructures et pour lesquels c'est un projet extrêmement coûteux et extrêmement long. Donc le cloud apporte ce bénéfice qui est que finalement, en quelques clics, vous pouvez assurer la totalité du chiffrement sur la totalité de vos infrastructures. Après, reste la question des clés de chiffrement. Donc nous proposons des solutions intégrées qui font en sorte que les clés sont gérées dans des boîtiers, ce qu'on appelle des HSM, et qui sont construits pour que les clés ne puissent jamais sortir de ces boîtiers. Mais ça reste une option. Nos clients peuvent choisir cette solution, mais peuvent choisir également de surchiffrer leurs données, les plus sensibles par exemple, avec d'autres solutions, des solutions de partenaires, notamment des partenaires comme Thales, qui proposent des solutions de chiffrement également sur AWS. Oui, mais quelle est votre attitude, quelle sera l'attitude de l'hébergeur vis-à-vis d'un procureur, enfin d'un parquet des États-Unis ayant obtenu la communication partielle de données et se retrouvant comme une poule avec un couteau? Vous êtes obligé d'expliquer à la poule comment fonctionne le couteau. Mais en tout cas, c'est ces mécanismes en particulier de boîtiers de sécurité
donc que nous utilisons, mais aussi que des partenaires commercialisent, sont conçus techniquement pour que seul le client a accès aux clés et peut déclencher un déchiffrement. Donc vous dites c'est le client, allez le voir. Merci. Vous pouvez donner que ce que vous avez. Oui. Merci. C'est bon, Gérard? C'est tout. OK. Jérôme Bachère. Deux questions d'ordre différent. Monsieur le directeur, avez-vous un lien autre qu'actionnarial avec votre société mère? Autrement dit, est-ce que les données dont vous disposez, eh bien, d'une façon ou d'une autre, d'une partie des données annexes, on va dire ça, des données sur le client plus que sur la donnée elle-même, vous deviez les fournir à votre société mère? C'est ma première question. Et ma seconde question porte toujours sur le Cloud Act. Et la question est la suivante, c'est, certes, vous nous avez, comme d'autres, un peu rassurés sur l'affaire. Simplement, qu'est-ce qui empêche de faire un Second Cloud Act qui irait un cran plus loin et qui rendrait, comme pour d'autres sujets, la justice américaine plus que compétente et qui vous obligerait, plus qu'avant, on peut penser par exemple au pétrole iranien? Vous avez la parole. La première partie de votre question. Merci pour cette question. Appuyez sur le micro parce que comme c'est enregistré, Merci. nous vous entendons, mais en plus... Merci pour la précision. Donc, pour répondre, merci de la question, pour répondre à votre question sur la première partie, qui est les liens entre Amazon.com et AWS. Donc, comme je le disais en introduction, ce sont deux entités séparées du groupe Amazon. Et au sein d'AWS, nous gérons le groupe Amazon comme un client séparé, comme tous les autres clients que nous avons, et donc avec une séparation des données, des environnements et de nos process. Tout à fait ma question. Sur laquelle j'aimerais que vous répondiez à ma question, qui est: est-ce que vous avez, sans que vous nous disiez la nature exacte qui relève du secret des affaires, un lien qui conventionnel, contractuel, avec Amazon.com, qui vous obligerait à remonter des données sur vos autres clients, non auprès d'Amazon.com? Je n'ai jamais eu ce cas. Et par contre, je me renseignerai au cas où et reviendrai vers vous si c'était inexact. Une question complémentaire par rapport à celle posée par Jérôme Bachère. Existe-t-il des solutions fiables et accessibles financièrement pour le chiffrement des données personnelles? Stéphane, je vais te Voilà, poser quelqu'un, cette Kidam, voilà, Franck Montaugé, par exemple, souhaite protéger absolument ses données. Alors, je pense par exemple à des données Amazon, captées par Amazon, qui pas forcément AWS, quoi. Ouais. Voilà, Amazon.fr, par exemple. Voilà, si je voulais, en tant que particulier, protéger ces données par un système ad hoc, voilà, est-ce que j'en ai la possibilité? Est-ce que des services existent en la matière? Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais peut-être revenir un petit peu avant sur le modèle de sécurité, ce qu'on appelle le modèle de responsabilité partagée d'AWS, qui fait en sorte que, comme vous l'avez compris, les données appartiennent à tout moment à nos clients et exclusivement à nos clients, et que ce sont eux qui ont tous les contrôles, à la fois le contrôle d'accès, de qui a accès à cette donnée ou à ces données, mais également des mécanismes de chiffrement s'ils le souhaitent. Ce qui veut dire aussi que ce sont eux qui connaissent la nature de ces données. Nos services sont des services qui opèrent de manière automatique, qui fait que dans la majorité des cas, nous n'avons aucune connaissance du type de données que nos clients mettent, pour lesquels nos clients utilisent le cloud AWS. Le seul cas où nous en avons connaissance, c'est quand nous travaillons avec eux sur des références publiques pour effectivement expliquer ce qu'ils font. Mais de par la plateforme, nous n'avons pas connaissance du type de données que mettent nos clients. Donc partant de là, nous assurons des normes de sécurité internationales, comme l'ISO 27001 et il y en a toute une série, des normes comme le PCI DSS qui est lié à la sécurisation des numéros de carte bancaire, et nous les appliquons de manière uniforme sur l'ensemble de nos millions de clients. Ce qui veut dire que finalement, si vous utilisez AWS pour mettre des données personnelles, la plateforme est sécurisée comme si c'était des données personnelles, mais également comme si c'était des données bancaires, comme si c'était des données de santé, parce que nous appliquons ce même modèle. Donc dans ce cadre-là,
La réponse est oui. Vous pouvez utiliser le cloud AWS pour des données personnelles, vous pouvez les chiffrer, et nous proposons un service qui est simple, qui s'active en un seul clic, dont le coût est nul ou quasi nul selon les cas. Ce n'est pas tout à fait ma question. J'utilise Amazon pour une recherche, donc tout ça fait l'objet d'un flux de données, de connexions, etc. Amazon Commerce. Voilà. Ma question, c'est, voilà, je voudrais, ou pas, mais enfin bon, voilà, on va prendre cette hypothèse-là, je voudrais que ces données de circulation, de navigation, restent des données propres, voilà, non utilisables par un tiers, fut-il Amazon, pour dire les choses, ou d'autres. Voilà. Est-ce que ça, c'est possible ? Merci, Monsieur le Président, pour ce complément. Vous l'avez compris, Amazon.com, Amazon.fr est un client d'AWS. Donc vous ne pouvez pas me répondre, c'est ça ? Pardon ? Vous ne pouvez pas répondre. Pardon, allez-y. Non, mais justement, et a ses propres, justement, opère ses propres applications. Donc je ne connais pas en détail, effectivement, les mécanismes qu'utilise Amazon.fr ou Amazon.com. Okay. C'est-à-dire que, soyons clairs, Franck, à partir du moment où tu recherches quelque chose chez Amazon, la pierre philosophale, par exemple, ils en ont de très belles, tu vas accumuler toute une série de recherches, et toutes ces démarches sont chez Amazon.com, voilà. Qui peut-être va demander à AWS de les stocker, s'il considère que ça vaut le coup de les garder, mais vous n'êtes pas saisi par le client final, c'est Amazon qui collectivement vous amène de la donnée à héberger. Dans votre grand hangar, vous mettez un bout de... Lesquelles données sont réutilisées, mais ça ne me pose pas de problème, et que Amazon les réutilise pour profiler, etc., orienter ensuite les choix plus rapidement, etc. Voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais voilà, je voulais poser cette question par rapport à l'enjeu que vous avez bien pointé, qui me paraît fondamental, du chiffrement des données, quoi. Voilà, voilà. Merci. On va terminer. J'ai juste deux petites questions qui sont peut-être des grosses questions d'ailleurs. Je n'ai pas compris comment vous gériez je ne sais pas comment il faut le formuler, la contrariété, voilà, ou la coordination, la complémentarité, si tant est qu'elle existe, entre le Cloud Act et le RGPD. Première question. Voilà, est-ce que cela est pris en compte ? Comment vous le prenez en compte ? Un point important. Et deuxième question, plus quantitative, peut-on avoir une idée du volume de demandes d'accès formulées par les USA, reçues, acceptées, refusées ? Est-ce que vous avez des statistiques vous concernant là-dessus pour vous aider à nous faire une idée de la chose en pratique ? Merci pour ces deux questions complémentaires, Monsieur le Président. Sur la première, effectivement, entre le RGPD et le Cloud Act, d'après nos juristes, il peut y avoir un conflit entre les deux règlements. Il est évident. Par contre, ça nous donne, par rapport à ce qu'expliquait Stéphane tout à l'heure, ça nous donne des éléments complémentaires pour contester les demandes juridiques américaines dans ces cas-là. Et il y a la notion dans le Cloud Act qui nous permet de contester, notamment lorsque ça rentre en conflit avec des droits de pays dans lesquels sont stockées les données. Donc ça permet, la loi RGPD, le règlement RGPD nous permet d'apporter plus d'éléments à cette contestation. Donc ça, c'est sur la première partie de votre question. Par rapport aux statistiques, je sais que Stéphane les a notées, donc je vais te laisser répondre. Mais donc Stéphane, si tu veux bien compléter. Oui, sur ces aspects de sécurité, effectivement, nous publions également... oui, effectivement, sur ces questions de sécurité, et merci pour cette question, nous publions des rapports de transparence, justement, avec un certain nombre, avec le nombre de requêtes que nous recevons. Donc, dans les 12 derniers mois, nous avons reçu 25 demandes émanant des autorités judiciaires américaines. Il faut noter que la majorité de ces demandes concernaient des clients américains sur le territoire américain. La majorité de ces demandes a été contestée. Et je peux partager également avec vous qu'aucune de ces demandes ne concernait une société cotée, aucune de ces demandes ne concernait une organisation publique, et aucune de ces demandes ne concernait un client français. Merci pour ces éléments de réponse, d'explication et de présentation.
Continuation. Merci beaucoup. Merci.